Le 18-19 sur BFM Business. Allez, 18h14 sur BFM Business. Retour aux fondamentaux, retour sur terre. C'est donc le président du marché d'intérêt national de Rungis, Stéphane Layani, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le président. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Plus gros marché au monde de produits frais, il faut le rappeler, Rungis qui nourrit tous les jours quelques 18 millions de personnes. C'est le chiffre. Hein. C'est un chiffre modeste. Moi, j'ai 230 hectares, 13 000 salariés. Voilà. Auteur de l'ouvrage Le Monde a faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs, préserver la planète. C'est aux éditions du Cherche Midi. Ça sort dans quelques heures, je crois. Voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui même, voilà, c'est aujourd'hui. On va en parler dans un instant. D'abord, j'imagine que vous venez du Salon de l'Agriculture. J'ai passé ma journée au Salon de l'Agriculture. À quelques centaines de mètres. Comment est l'ambiance ? On nous décrit une ambiance... Les gens, ils sont... D'abord, je suis frappé par le fait que le public vient. Donc, il y a de l'affluence. Et sinon, les exposants sont à leur travail, à leur tâche. Et il y a plutôt une bonne ambiance. Il y a plutôt une bonne ambiance. Moi, je vais vous dire, il y a un chiffre qui nous épate tous, on l'a encore vu, ce sont les chiffres de la démographie agricole en France. Voilà. Je vous les redonne vite fait, 350 000 agriculteurs aujourd'hui en France, 350 000 exploitations en France métropolitaine. 50% de moins qu'il y a 25 ans. Et dans ces 350 000, eh bien, vous avez 50% des exploitants qui sont âgés d'au moins 55 ans. C'est-à-dire que dans quelques années, une partie d'entre eux sont en retraite. Comment est-ce qu'on amène les gamins ? Comment est-ce qu'on amène les jeunes ? C'est un des sujets que j'aborde dans mon livre, c'est que la démographie agricole, ça va être quelque chose, un enjeu terrible pour garder une diversité et une souveraineté alimentaire dans ce pays. Et je pense que le moyen, c'est déjà de commencer à la base, c'est l'éducation à l'alimentation. Donner envie aux jeunes de comprendre ce qu'est l'alimentation. C'est pour ça que je promeus la journée nationale de l'agriculture, où on emmènerait les jeunes dans les exploitations agricoles pour comprendre ce que sont ces métiers. Et puis ensuite, il faut arrêter d'avoir un discours négatif sur les métiers de la production agricole. Il faut donner envie. C'est des métiers technologiques, techniques, extrêmement complexes. On peut gagner sa vie à condition de bien se financer, de bien gérer son exploitation. C'est pas l'image qu'on projette malheureusement au quotidien. Mais oui, parce que tout le monde est dans les postures. 1% des exploitations agricoles, c'est des jeunes de moins de 25 ans. 1% des agriculteurs installés aujourd'hui ont moins de 25 ans seulement. Comment on fait ? Quel pacte on passe avec les agriculteurs au niveau national ? De toute façon, il y aura forcément une consolidation du système des exploitations agricoles. Et forcément, à un moment donné, on va avoir des exploitations plus importantes, des élevages plus importants. Comme en Allemagne. Exactement, c'est inévitable. Mais en revanche, moi je pense qu'un des moyens de montrer que ce sont des métiers attractifs, intéressants, c'est justement d'amener les gens dans les exploitations, de remettre des cours comme Olivia Grégoire le prescrit, de cuisine à l'école, d'apprendre aux jeunes la saisonnalité, d'apprendre aux moins jeunes l'intérêt des produits locaux. Et je crois qu'on retrouvera, d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les nouveaux les agriculteurs qui arrivent. Alors, ils ne sont pas toujours totalement bien accueillis, mais la plupart du temps, c'est un succès. Et donc, il va y avoir un renouvellement des générations, et c'est pas nécessairement des enfants d'agriculteurs qui vont reprendre les exploitations. Il y a aussi le sujet de transmission, effectivement, qui est un vrai sujet depuis des années. Et je pense que, Guillaume, vous avez raison, il y a un sujet aussi de foncier. Et les SAFER font un travail extraordinaire, mais je pense qu'il faut qu'on retravaille sur le foncier agricole de façon à ce que les choses soient simples et claires dans la transmission. Ça, c'est pour la situation en France. Le Monde a faim, donc l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi. La faim dans le monde n'est pas une fatalité. Oui, parce que ce qui m'a frappé depuis des années que je suis à la tête de Rungis, c'est qu'il y a à peu près la quantité suffisante qui est produite pour l'ensemble de l'humanité, et pourtant il reste entre 710 millions et 750 millions de gens qui sont en état de précarité alimentaire. Et une des choses qui m'a frappé,
et c'est là que les marchés de gros et les infrastructures publiques ont du sens, c'est que l'organisation est une des raisons de cette précarité alimentaire. Très souvent, bien sûr, il y a les tensions géopolitiques, les guerres, les famines, mais entre les deux, vous pouvez avoir une situation où 30% d'une production locale dans le monde reste sur le champ parce qu'il n'y a pas d'infrastructures de stockage, de froid, de conservation, de transformation. Et donc nous, Rungis, on exporte notre modèle dans le monde entier. Et je me dis qu'une des solutions, justement, c'est d'être capable d'avoir des hubs bien organisés et de régler déjà ce problème de fluidité de l'alimentation au niveau mondial. Donc vous dites, ce sont nos modèles alimentaires qu'il faut revoir de fond en comble, et notamment créer des Rungis un peu partout dans les grandes métropoles de France, d'Europe, du monde. On est en train de le faire. Moi, je viens de faire un marché à Cotonou. On est en train de construire un marché à Abu Dhabi. On va faire un marché à Canton pour 1 milliard d'euros. Et clairement, c'est une nécessité. Regardez, par exemple, le Nigeria. Ça va être le plus grand pays d'Afrique. Il a besoin d'avoir des infrastructures modernes de façon à ce que on puisse sécuriser, massifier l'alimentation et permettre finalement une sorte de résilience alimentaire que ces pays n'ont pas. Ça veut dire que les productions sont trop régies en fait par les décisions, les influences nationales? Très souvent, il n'y a pas, si vous voulez, il faut une structuration des filières. Il faut une structuration des filières, c'est ça. Les producteurs dans ces pays produisent ce qu'ils savent faire, et puis tout est mélangé dans une sorte de marché de détail, et puis ce qui n'est pas vendu le jour est perdu. Et donc, il faut arrêter avec ce système, et nous, on explique quand on travaille avec les pays en développement qu'il faut structurer les filières en amont, les fruits, la marée, l'élevage, les fromages très, très européens. Et une fois qu'on a fait cela, qu'on a bien trier les choses, il faut l'échelon du marché de gros est indispensable. Si vous n'avez pas cet échelon du marché de gros, eh bien tout ça part dans la nature et ça doit être un service public. Mais vous dites c'est une question de volonté politique ou ça n'est pas qu'une question de volonté politique? Il faut aussi que c'est d'abord une question de volonté politique. C'est d'abord une question de volonté politique. C'est toujours une question de volonté politique. La plupart du temps, quand nous vendons à l'international un marché, c'est parce qu'il y a un chef de gouvernement ou un chef d'État qui est venu à Rungis, qui a vu ce que c'était et qui dit « je veux la même chose dans mon pays ». Alors justement, qu'est-ce que Rungis apporte? Elle apporte de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, de la résilience, un système de fixation des prix qui est finalement assez juste et qu'on est en train de généraliser dans le monde et qui permet finalement des rapports équilibrés entre les producteurs et les distributeurs, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes. Et donc ça fait, et ça apporte de la résilience. Par exemple, nous, on a à Rungis des plans de continuité alimentaire tous les ans, que nous ayons des événements climatiques ou des événements plus sinistres. Comment justement on lutte? Parce qu'il y a aussi ce souci effectivement des surfaces cultivables qui ne cessent de diminuer à cause du dérèglement climatique. C'est quoi la réponse dans ces cas-là? Ça, c'est une autre question qui est très importante. C'est que je pense qu'on ne peut pas souffler contre le vent. Il faut permettre aux agriculteurs. On ne fera rien sans les agriculteurs. Et donc, il faut accompagner les agriculteurs. Parfois un peu rétif, justement, l'adaptation. On voit en France, notamment, c'est un sujet... Oui, mais c'est très compliqué, parce que, regardez, j'en discutais au salon avec Frank Sanders, le patron des betteraviers français. Si on produit moins, on exporte moins, on a un chiffre d'affaires inférieur, on est moins rentable. Et donc, c'est normal qu'ils aient des problèmes, en l'occurrence, de molécules. Et je pense qu'il faut que ça se fasse de façon progressive, transitionnelle et pas du tout de façon brutale comme on a tendance à le faire. Faites la promotion de modèles alternatifs, l'agroécologie notamment, dont on parle de plus en plus. Oui, je pense qu'on sera obligé de le faire parce que la demande du consommateur est incontournable. À un moment donné, les gens veulent des produits plus sains
ils veulent des produits qui respectent mieux les territoires. Oui. Et donc, une agriculture régénératrice, une agriculture de préservation des sols est indispensable. Mais c'est pareil, il ne faut pas normer, il faut accompagner. Et ça doit se faire progressivement. Je pense que l'administration du ministère de l'Agriculture, qui fait très très bien son travail, devrait être plus dans le conseil et moins dans la sanction. Produit de meilleure qualité, à des prix toujours abordables, parce que le prix reste le nerf de la guerre aujourd'hui. Comme vous regardez les accords, vous voyez les arbitrages aujourd'hui du consommateur. Oui, mais je pense que quand même, on est en ce moment sur le retour au cœur de gamme. Ouais. Pour dire des prix bas. Mais moi, je pense que la valorisation de la qualité a du sens. Il faut dire aux Français, quand vous payez 1 euro de plus pour le produit que vous achetez, pour le beurre, pour les œufs, etc., vous avez derrière un agriculteur français et vous aidez votre pays. Elle vous effraie, cette guerre des prix dans la grande distribution aujourd'hui comment vous la regardez ? Je pense qu'on l'exagère beaucoup pour plein de raisons. Mais il y a une chose qui m'effraie beaucoup, je le dis, et je ne suis pas rassuré par ça, c'est la création de supercentrales au Benelux. Quand on perd les centres de décision, on peut me raconter n'importe quoi, ben ça veut dire que ces centres de décision ne sont pas en France, ils sont au Benelux. Et donc, clairement, je pense que ça a une incidence sur le solde commercial agricole, c'est sûr, puisque bien sûr on exporte, mais on réimporte avec de la valeur dans notre pays. Et deuxièmement, moi je trouve que ce sont des systèmes qui sont un petit peu désarticulés. Alors on les exagère beaucoup parce que, par exemple, les indépendants, Intermarché, Leclerc, Système U viennent beaucoup à Rungis pour acheter leurs fruits et légumes. Et je trouve ça très bien. Ça représente entre 1 milliard et 1,5 milliard de produits achetés par an. Donc, il faut relativiser tout ça. Je pense que les marchés de gros, justement, peuvent être une alternative pour les agriculteurs. Et quand on parle de cette guerre des prix, en fait, on se concentre sur un segment important qui est le segment de l'industrie agroalimentaire. Alors, là-dedans, il y a évidemment des intrants agricoles. Et les gens qui participent à des coopératives, ils peuvent être conséquences de tout ça. Mais clairement, j'ai l'impression qu'on exagère beaucoup ce phénomène. Et c'est vrai que ces acheteurs qui sont dans des salles au Benelux, ils ne se comportent pas toujours très bien. Place à la qualité pour le bénéfice du consommateur français. On rappelle donc ce bouquin, Stéphane Layani, qui sort aujourd'hui. Le monde a faim, nourrir les peuples, valoriser les producteurs et préserver la planète. Bah voyez, on le voit à l'écran sur BFM Business. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé nous voir. À très vite, avec plaisir sur BFM Business. Merci encore. À bientôt, au revoir. 18h27, la guerre en Ukraine, le conflit qui rentre dans sa 5e année. On en parle dans un instant jusqu'à 19h. À tout de suite. Le 18-19 sur BFM Business.